La structure à donner à votre proposition est souvent précisée et s'aligne avec les critères d'évaluation. Ouais. Est-ce que je me suis baissé trop tôt? Pour réaliser votre projet en développement durable, il vous faut beaucoup de motivation, mais aussi, soyons pragmatiques, des sources de financement. Dans cette vidéo, on va passer en revue différents moyens pour financer votre projet et vous donner des conseils pour chercher et obtenir des fonds. C'est un travail en soi, les demandes de fonds, et une expertise en soi qu'on a développée ces derniers temps. Et pour chaque projet, on demande à ce qui nous paraît le plus pertinent. Il y a plusieurs manières de financer votre projet en développement durable. Moi, j'ai la chance d'avoir eu des parents et la famille qui ont accepté de m'aider financièrement et puis de m'avancer 40 000 francs, dont 20 000 pour la SARL et puis 20 000 pour les frais de départ. Et puis l'avantage de la famille et des amis, c'est qu'ils ne demandent pas de bénéfices, donc c'est un gros avantage. Vous pouvez répondre à un appel à projet, contacter directement des bailleurs. Par exemple, LVCA, c'est financé par l'université et par YouChange, c'est le programme qui soutient des trucs de développement durable. Lancer une campagne de crowdfunding, demander des cotisations ou mener une activité lucrative. On applique des tarifs très bas et nous on a vraiment cette idée d'être très accessible. Et donc voilà, on balance entre on aimerait être subventionné pour être gratuit pour tous et en même temps c'est un vrai service, il faut le valoriser. Et puis, à terme, on pourrait quand même être autonome, le temps que les gens prennent l'habitude. Là, on va en double chaque année le nombre d'utilisateurs. Mais voilà, ça serait dans 10 ans, quand on a 5 000, 10 000 utilisateurs, qu'on pourrait être autonome. Chaque type de demande de financement est différent et présente des avantages et des inconvénients. Pour savoir à qui s'adresser et quelle stratégie adopter, il faut d'abord connaître les particularités de ces différentes sources de financement. Les sources de financement peuvent être classées en différentes catégories. Déjà, il existe des financements publics et privés. Par exemple, la ville et le canton de Genève sont des acteurs publics qui organisent régulièrement des appels à projets. Il y a aussi beaucoup d'opportunités de financement de la part de fondations privées, mais parfois c'est plus difficile à trouver l'information à ce sujet. Il y a aussi une différence entre les grands et les petits donateurs. Si votre projet est très ambitieux financièrement et que l'impact escompté est important, les grandes fondations sont de bonnes portes auxquelles aller frapper pour demander des fonds. Les grandes fondations ont beaucoup de ressources et financent de grands projets, mais le processus est souvent long, les exigences peuvent être complexes et la prise de décision n'est pas toujours transparente. Avec les petites fondations, les avantages, c'est la possibilité de créer des relations à long terme et une certaine flexibilité quant aux exigences et à ce qui peut être demandé en termes de financement. Une autre distinction importante à connaître parmi les sources de financement concerne l'allocation des montants versés. Certains donateurs financent des actions concrètes, comme des événements, d'autres des postes, et d'autres encore sont prêts à soutenir la recherche. Ok, maintenant on peut passer à la pratique. On vous propose de suivre ces 5 étapes pour organiser une campagne de financement. La première étape consiste à déterminer exactement vos besoins. N'oubliez pas de comptabiliser ce que va vous coûter cette recherche de fonds en tant que telle. Pour plus d'infos sur comment réaliser un budget, allez consulter notre tuto sur le sujet. Au début, on fonctionnait tout avec un horizon, on a 5 000 balles, il faut que ça marche avec 5 000 balles. Donc on ne s'est pas posé plus de questions que ça. Ensuite, assez rapidement, on s'est rendu compte que pour continuer, il fallait plus. Du coup, là, on a commencé à faire une projection, d'abord sur 1 an, des objectifs financiers qu'on voulait atteindre, de combien est-ce qu'on avait besoin pour réaliser nos objectifs généraux. Donc là, on a développé un petit budget. Il faut ensuite passer à l'analyse de l'environnement. La question, c'est qui va pouvoir nous donner de l'argent? Donc c'est très large, là on va mettre plein d'idées dedans. Il y a différents bailleurs de fonds, ça peut être des institutionnels, des fondations, ça peut être des grands donateurs, des petits dons, ça peut être travailler avec des entreprises aussi. Et du coup, là-dedans, après on va qualifier, on va dire, à partir de toutes ces personnes-là qu'on a identifiées, qui sont susceptibles de s'intéresser à notre cause et à nos valeurs, on va diminuer justement pour prioriser ceux qui sont vraiment les plus susceptibles de nous soutenir. Donc ça, c'est la deuxième phase. Il est important d'identifier tous les potentiels financeurs. Pensez à mixer vos sources de financement pour ne pas dépendre d'un seul bailleur.
On est financé en partie par des subventions, en partie par du privé. Le premier subventionnement, c'était celui de la ville de Genève. Et puis est venu s'ajouter le bureau de l'intégration notamment. On a le canton, donc il y a le côté public qui nous soutient. Et puis on a aussi des acteurs privés. Maintenant c'est un peu plus récent, mais on a notamment 2 fondations qui nous soutiennent. C'est vrai qu'à un moment donné, on a souhaité, nous, diversifier un petit peu nos sources de financement. On a aujourd'hui 6 ou 7 partenaires et ça nous permet de ne pas être coincé au cas où il y en a un qui nous abandonnerait. Et puis c'est de notre avis, en tout cas celui du comité, c'est bien de ne pas uniquement compter sur des subventions publiques pour assurer un financement à long terme. Si on voit que votre projet a déjà reçu des soutiens d'autres bailleurs, que ce soit public, canton, confédération, que ce soit des fondations privées, qui est peut-être un élément d'autofinancement, s'il y a une partie de vente dans votre projet, c'est forcément rassurant parce que ça renforce la probabilité que ce projet puisse vraiment se réaliser. Et puis du coup, s'il manque un petit bout et que ce petit bout nous est demandé, c'est rassurant. Après, ce n'est pas une exigence que les projets soient forcément soutenus par plusieurs bailleurs. On a aussi financé des projets où c'était 100% le service Agenda 21, mais dans ce cas-là, on a besoin d'être beaucoup plus réassuré en ce qui concerne le réalisme du projet, sa viabilité, sa possibilité de se réaliser. Renseignez-vous sur les donateurs. Il faut savoir quelles sont ses priorités. L'innovation, la visibilité, l'impact. Quels sont ses domaines de prédilection? Est-ce que c'est la montagne, la petite enfance, la biodiversité? Quel type de projet finance-t-il? Où? De quelle taille? Et quelles organisations a-t-il déjà financées? Quand on fait une demande de subvention, c'est une question qui revient. Oui, mais c'est destiné à qui? Et donc on doit souvent mentionner noir sur blanc exactement qui est notre public cible. Et en même temps, nous, ce qu'on a remarqué dans les faits, c'est que alors on avait un public cible qui était centré sur l'asile au début et très rapidement on a remarqué que des gens aimaient le projet, aimaient en faire partie sans pour autant être issus de l'asile, que c'était des migrants, d'autres migrants ou que c'était des personnes qui n'étaient pas forcément migrants mais qui étaient sensibles à la thématique et donc on a aussi une population qui s'est un peu diversifiée. On peut le transformer en une richesse parce qu'en ayant d'autres publics cibles, on peut toucher d'autres partenaires aussi. Par contre, dans la demande de fonds, c'est là qu'il y a un travail à faire en disant ben voilà, une partie du projet, il va toucher spécifiquement cette catégorie de population. C'est clair que si on s'adresse à l'hospice général, on va plutôt parler de cette partie de la population qui est issue de l'asile. Si on s'intéresse au BIE, qui s'intéresse aux étrangers aussi au sens plus large, il faut aussi qu'on puisse dire ben oui, on travaille avec d'autres migrants qui ne sont pas tous issus de l'asile. Donc il y a un travail d'équilibriste à faire dans les demandes de fonds pour un peu jouer avec tout ça. On passe ensuite à la phase de demande. Comment est-ce qu'on rentre en contact avec des bailleurs? Il y a différentes manières. Au niveau de l'institutionnel, je vais prendre un acteur, par exemple la ville de Genève, on va regarder sur le site internet et c'est écrit très clairement comment on doit procéder. Donc on va respecter ces procédures qui sont souvent de remplir un formulaire. Parfois, on a accès par téléphone à quelqu'un, on peut appeler pour demander qu'est-ce qu'il faudrait vraiment mettre dans le dossier et on va suivre très clairement ce qui a été demandé. Ça, c'est très important. Pour les fondations aussi, très souvent, c'est très clair ce qu'ils demandent, il y a des délais, il faut les respecter. Après, tout ce qui est au niveau de grands donateurs, comment est-ce qu'on rentre en contact? Moi, je dirais le réseau. C'est vraiment très, très, très important de solliciter son réseau ou soi-même avoir accès à des grands donateurs. Ça ne s'improvise pas comme ça, tout seul. On ne regarde pas sur une liste et on dit bah, super. Il y a vraiment à réfléchir sur est-ce qu'on a accès, est-ce qu'on a un réseau aussi qui peut nous mettre en contact et surtout d'être sûr qu'avec les prospects qui sont grands donateurs, qui sont identifiés, qu'ils ont vraiment un intérêt pour votre cause. Osez téléphoner, osez solliciter son réseau. Des fois, on a un réseau un petit peu éloigné, mais sur LinkedIn, on peut envoyer des messages pour demander des rendez-vous, appeler un copain ou appeler un ancien chef. Vraiment être créatif sur les moyens de rentrer en contact avec des bailleurs de fonds si on n'a pas un contact direct. Avant une première rencontre, assurez-vous que votre pitch est solide.
Vous pouvez aussi vous retrouver dans une situation où une opportunité de soutien se présente et dans ce cas-là, il faut pouvoir dégainer votre pitch spontanément. Un pitch peut être utilisé dans la collecte de fonds pour demander un rendez-vous, pour pouvoir rentrer dans cette phase de cultivation qui est de créer une relation avec le donateur, lui expliquer ce qu'on fait, faire un échange, faire grandir la confiance en l'organisation et démontrer ce qu'on est capable de faire et ce qu'on veut faire. On peut justement demander un rendez-vous ou on peut clairement demander un soutien. Et quand on demande un soutien, on demande un montant. Ça veut dire qu'on doit connaître le budget aussi. Donc quand on va faire le pitch, il faut être très au clair sur ce qu'on a besoin. Il faut oser et aller toquer à toutes les portes. Si on ne demande pas, on ne va jamais nous répondre. C'était au bout d'une année, et justement il y avait cet événement au bâtiment des forces motrices, où on m'a invité à parler de la manivelle, du projet et tout ça. Une de mes personnes proches m'a dit il faut que tu dises que tu as besoin d'argent, il ne faut pas juste que tu parles de la manivelle. Et puis effectivement, j'ai dit voilà, on a le projet, on a besoin de soutien. Et c'est là qu'il y avait ce chef d'entreprise qui était présent à la soirée, puis qui est venu, j'ai entendu que tu avais besoin de soutien, qu'est-ce que je peux faire? Je dis j'ai besoin d'argent. Il m'a dit combien? Et il m'a donné 20 000 francs. Donc si j'avais pas dit j'avais besoin de soutien, peut-être qu'il aurait dit c'est un cool projet, et puis voilà. Et je le vois dans plein d'autres projets et plein d'autres activités associatives. On sous-estime le potentiel de se réunir, de trouver des gens qui sont ravis de contribuer. Maintenant que vous savez à qui vous adresser, il vous faut une proposition gagnante. Pour des conseils, allez voir notre tuto « Comment faire une proposition de projet ». Si c'est dans le cas d'un appel à projet, le respect des consignes est fondamental. La structure à donner à sa proposition est souvent précisée et s'aligne avec les critères d'évaluation. Si vous ne répondez pas à un appel, vous avez plus de liberté. Allez à l'essentiel et mettez l'accent sur les priorités du donateur, surtout si c'est une fondation. Votre demande aboutit et vous recevez un financement. Vous célébrez avec votre équipe. Champagne! Une phase qui est souvent très négligée, on remarque, c'est la phase de fidélisation. C'est la période où on va dire merci. Vous allez leur dire merci parce que c'est très important, ils vous ont soutenu. Et le bailleur aimerait en retour pouvoir bien sentir que l'investissement philanthropique a été reconnu. Ça peut être dans un rapport annuel, ça peut être sur des sites internet, mais tout ça évidemment avec une autorisation préalable. Et ce n'est pas fini. Quand vous recevez des financements de la part de bailleurs, vous vous engagez à utiliser cet argent de manière responsable et transparente, et uniquement dans le cadre des objectifs et des activités spécifiés dans le projet soumis. Tenez votre donateur au courant de ce que vous faites, transmettez-lui des rapports d'activité, invitez-le à des événements, citez-le dans vos communications. Si vous voulez vous lancer dans la collecte de fonds, c'est vraiment d'être résilient. Parce qu'il faut persévérer, il faut pouvoir faire les demandes, être proactif, supporter un non. Parce qu'effectivement, il y aura des non. On demande plusieurs fois et on va recevoir des non. Mais il y aura aussi beaucoup de oui, c'est possible. Et plus vous allez persévérer, plus vous allez arriver à vos résultats. Ça prend du temps. Pour mener avec succès une campagne de financement, il faut connaître vos besoins et ceux des donateurs, entretenir de bonnes relations, notamment avec des fondations, élaborer une proposition gagnante et convaincre que vous savez gérer un projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, allez voir les liens dans la description. À la prochaine!